Mais comment on fait le lien, comment on établit la relation entre la valeur, les objectifs, les organisations? Ouais, en fait, ce sur quoi tu mets le doigt, Thibaut, c'est le nerf de la guerre. Parce qu'en fait, une organisation, elle a une raison d'être. Un produit a une raison d'être. Une équipe, un groupe a une raison d'être. Sinon, il se dissout. Et cette raison d'être, qu'elle soit consciente ou inconsciente, c'est notre objectif. Et la valeur, c'est ce qu'on croit, tant que ça n'a pas été validé par le marché, en fait. Bonjour à tous et bienvenue sur Moondrop, le podcast dédié à l'agilité, Scrum et les DAO. Je suis Thibaut Viotte et vous êtes au bon endroit pour explorer les nouvelles formes de coordination humaine. Bonjour François, comment ça va ? Écoute, pas mal. Là, je rentre tout juste de Bretagne. En fait, je suis intervenu pour un industriel de la défense et c'était super intéressant. Et toi ? Écoute, ça va, merci. Un peu fatigué, mais moi je reviens juste du Luxembourg. Alors pour la petite blague, bien sûr, le jardin au centre de Paris, pas le pays. Cette semaine, j'avais envie qu'on aborde la notion d'impact. Pourquoi ? Parce que je vois le terme fleurir un peu partout, dans l'économie, les offres d'emploi. Il y a même des sites qui proposent aux collaborateurs et aux collaboratrices de se former à l'impact. Et je trouve que c'est quand même incroyable. On entend le mot partout. Et est-ce qu'il y a une vraie raison qui soit à la mode ? Alors ouais, je suis pas toujours à l'aise avec les modes, mais par contre, ouais, la question de la valeur, la question de l'impact, c'est un sujet clé, surtout dans un environnement qui est de plus en plus rapide, de plus en plus incertain, dans lequel on doit s'adapter de plus en plus. Donc on a de moins en moins de certitude sur qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui a de l'impact, et on va parler de tout ça. Et puis on va avoir un angle qui va être vraiment dédié aux équipes agiles. L'idée, c'est de poser un cadre qui vous aide, qui nous aide tous en fait à maximiser notre impact, maximiser le type d'impact qu'on a envie d'avoir. C'est là-dessus qu'on va travailler. Ok. Et donc, si j'ai bien compris, on va d'abord et en premier lieu parler de la valeur et on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. On parlera après de l'impact. Et sur la valeur, justement, moi, j'entends beaucoup de choses contradictoires. Alors, qu'est-ce qu'on entend par valeur ? Ouais. Alors, la valeur, c'est quelque chose qui est parfois un peu difficile à attraper. On va essayer de le cadrer le plus possible. La valeur, déjà, c'est quelque chose qui est transitoire. Ce qui a de la valeur aujourd'hui, ce qui a de la valeur demain, ça bouge parce que l'environnement bouge, les besoins bougent, les technologies bougent, les opportunités bougent. Donc déjà, c'est pas fixe dans le temps. C'est quelque chose qu'on va réévaluer régulièrement. Une même action peut générer de la valeur ou pas. Le deuxième truc, c'est que la valeur, ça n'est qu'une croyance. C'est ce qu'on croit qui va avoir de l'impact, qui va nous rapprocher de nos objectifs. Mais ça n'est qu'une croyance tant que ça n'est pas livré sur le marché et qu'on constate en fait que les gens vraiment ça les aide dans leur vie, ça les aide à atteindre leurs propres objectifs. Tant qu'on voit pas ça dans les mains des clients, dans les mains des utilisateurs, notre valeur c'est juste une croyance en fait. Et c'est là où on va parler un peu plus tard de la différence entre valeur et impact en fait. La valeur c'est ce qu'on croit et l'impact c'est ce qu'on voit ou ce qu'on entend, ce qu'on touche. Bref, c'est quelque chose de réel. Et cette valeur, elle va prendre plusieurs dimensions possibles. Le plus gros des troupes, c'est la satisfaction. Donc un sentiment de satisfaction, donc ça peut être un sentiment de sécurité, un sentiment d'appartenance. Par exemple, si on revient sur le sujet des blockchains, les CryptoPunks ou les Bored Apes, ou alors un sujet qui vient de sortir, il y a Louis Vuitton qui sort un NFT dont on ne sait pas ce à quoi il donnera droit, mais on sait qu'il donnera droit à des choses exceptionnelles. Donc peut-être que vous aurez le droit d'être à vie en premier rang sur des défilés, peut-être que vous aurez un bag rose fluo qui va clignoter, j'en sais rien, mais en tout cas il y aura des choses exceptionnelles, mais on ne sait pas ce qu'il y aura dedans. Donc là typiquement on achète un sentiment d'appartenance, et pour un être humain le sentiment d'appartenance c'est un des trucs les plus précieux, c'est pour ça que toutes ces choses-là coûtent très très cher. Parce que ça me fait sentir appartenir au groupe. Voilà, exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Et pour les animaux sociaux que nous sommes, le sentiment d'appartenance génère un énorme sentiment de sécurité. Donc, le sentiment d'appartenance peut être une forme de sentiment de satisfaction, mais il y en a plein d'autres. Ça peut être le plaisir ou le réconfort émotionnel d'une bonne glace. Ça peut être plein de choses, en fait, mais un sentiment positif qui est généré. Donc ça, c'est la satisfaction. Un autre élément, ça va être la dimension monétaire. Est-ce qu'on gagne de l'argent ? Est-ce que les parties prenantes, les gens qu'on sert, en fait, à qui on apporte de la valeur, eux, ils gagnent de l'argent ou est-ce qu'ils en dépensent moins ? Bref,
quelque chose qui va être de l'ordre du monétaire. Et puis, la troisième dimension, ça va être une dimension d'impact sociétal, en fait. Est-ce que ce qu'on fait, on pense que ça va avoir un impact dans le monde? Et ça peut être quelque chose comme réduire une empreinte carbone, avoir plus de diversité, d'inclusion, ou moins de diversité d'inclusion si on veut se la jouer salopard. Enfin bref, un impact en fait. Et, par exemple, j'ai ma femme qui bosse dans une boîte qui fait du bio en ligne et typiquement c'est une société qui a un double impact environnemental parce que en faisant du bio et le plus local possible, en fait ils réduisent la pollution et le fait de fournir du bio en ligne à des familles qui n'auraient pas eu les moyens en fait d'acheter ça en fait, ils permettent en fait à ces familles de bénéficier d'une alimentation de qualité. Donc en fait là on voit qu'on a un double impact en fait sociétal et ça c'est classique en fait, les impacts peuvent être divers et protéiformes. Voire même contradictoires. Alors qu'est-ce que tu auras en tête comme contradictoire? Alors je pensais, tu parlais par exemple de la valeur de la satisfaction et la valeur sociétale. Quelquefois tu peux avoir une satisfaction mais qui a un impact qui est négatif pour la société. Ouais. C'est là où je parlais de contradiction. Hein. Mais en fait, avant qu'on prépare le podcast, tu parlais d'une boîte de fringues tout à l'heure, non? Oui, alors je parlais d'une boîte de fringues qu'on ne va pas citer Shine, pour ne pas la citer. On va dire qu'on parle de Shun. Voilà, Shun. C'est Shun. C'est quand même un truc qui répond à un besoin immédiat, qui est le besoin du consommateur, et qui peut être en période de crise et d'inflation, qui n'est même pas un besoin que j'ai envie de juger. Ah bah non, surtout pas. Ouais. Mais qui, derrière, on le sait, a des impacts sociétals énormes en termes de pollution, en termes de conditions de travail, etc. Quoi. Ah d'accord, ouais. Bah oui, donc là, on a une belle contradiction. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui arrive souvent, en fait. C'est un bon exemple. Ouais. Alors, on va recentrer un petit peu quand même sur le travail, sur le métier, sur l'organisation. Et moi, j'avais une petite question qui est, est-ce que la valeur et la valeur métier, c'est pareil? Et déjà, si tu peux me définir ce qu'on entend par préciser la valeur métier. Alors, je ne sais pas comment le dire. Disons que c'est au mieux une oxymore, cette histoire-là, que j'aimerais bien mettre ce sujet aux archives directes, et que je ne sais même pas s'il faut qu'on en parle pour pas que ça reste dans la tête des gens, mais le fait c'est trop tard. Trop tard. Désolé les auditeurs, désolé. On est désolé de vous mettre ça dans la tête. Et par contre, ça peut servir peut-être des gens qui sont confrontés à ça, et du coup, si ça a de l'impact pour vous qui est positif, c'est ce qu'on espère en fait. Alors, la valeur, c'est important. La valeur métier, c'est souvent un reliquat des structures tayloristes séquentielles dans lesquelles on a de la maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, où on a la partie fonctionnelle qui dicte à la partie technique ce qu'il faut qu'elle fasse. Et donc, évidemment, quand on est dans un système qui est plutôt statique et qui ne prend pas forcément en compte de manière dynamique avec des livraisons tous les jours ou toutes les semaines, du feedback client ultra régulier, la réalité de l'impact qu'on crée sur le marché, on est plutôt sur des croyances, parce que typiquement les fonctionnels, métiers, statistiquement, ne fréquentent pas beaucoup les clients. Disons que c'est des reliquats d'organisation qui fonctionnaient très bien dans un monde qui était plus statique, plus lent, où on pouvait avoir des certitudes sur les métiers, sur les marchés. Mais aujourd'hui, tout bouge très vite et que ces certitudes, elles tombent. Et donc, ça marche de moins en moins bien. Donc, parler de valeur métier, je trouve ça très compliqué parce que ça met le focus sur des fonctions internes et pas sur nos end-users et sur nos clients. Et ça peut être un énorme biais qui va potentiellement nous amener à produire des choses qui servent à rien. Donc soyez prudents. Des choses qui servent à rien, c'était quand même dur là. Ouais, alors je te coupe Thibaut, parce que je suis dur, c'est vrai, mais je vois tellement d'équipes se prendre les pieds là-dedans, ça fait mal au cœur. Parce que des gens qui travaillent dur pour faire des trucs qui au final, en fait, ça sert pas. Quoi. Et ça fait mal au cœur. Ouais, je vois. À la fois, je comprends, à la fois mon optimisme indécrottable me force quelquefois peut-être à fermer les yeux là-dessus. Si on va plus loin, moi, j'aimerais qu'on explore un petit peu, on a parlé de la valeur. Quelle relation on peut faire entre la valeur et les objectifs d'une organisation traditionnelle, même d'une DAO, donc une organisation décentralisée, ou tout simplement d'un produit donné? Comment on fait le lien, comment on établit la relation entre la valeur, les objectifs, les organisations? Ouais, en fait, ce sur quoi tu mets le doigt, Thibaut, c'est le nerf de la guerre. Parce qu'en fait, une organisation, elle a une raison d'être. Un produit a une raison d'être. Une équipe, un groupe a une raison d'être. Sinon, il se dissout. Et cette raison d'être, qu'elle soit consciente ou inconsciente, c'est notre objectif. Et la valeur, c'est ce qu'on croit, tant que ça n'a pas été validé par le marché, en fait. Marché au sens large. Ça peut être de l'humanitaire, le marché au sens large. La valeur, c'est ce qu'on croit qui va nous aider à atteindre nos objectifs. Donc on voit bien que si on n'est pas au clair sur nos objectifs, ça va être difficile d'envisager que ce qu'on croit être de la valeur en soit réellement.
c'est un peu compliqué. Hein. Là, on part dans trop d'abstraction, en fait. Donc, la relation aux objectifs, elle est majeure. Et c'est pourquoi, par exemple, pour ceux qui font de l'agilité avec Scrum, le product backlog, il est ordonné par valeur pour maximiser nos chances d'atteindre le product goal. C'est-à-dire que notre stratégie, elle vise à atteindre notre objectif. La liaison entre les deux, elle est absolument critique, sans quoi, en fait, on partirait sur des concepts un petit peu bullshit et on n'a pas du tout envie de ça. Quoi. Et on est d'accord que la croyance, elle se confirme au moment de la livraison, quand elle se confronte au marché. Ouais, et ça, c'est vrai, et en même temps, émotionnellement, c'est pas facile. Parce que c'est vrai que dans les organisations, et je le vois quasiment chaque semaine, livrer, c'est comme aller à une date, en fait. On est un petit peu excité, mais on est potentiellement terrifié. Et parce que peut-être qu'on va plaire, peut-être qu'on va pas plaire, peut-être qu'on va être déçu. En tout cas, on va se prendre un feedback dans la tête. Ça, il va être très clair, le feedback. Et livrer, c'est un peu pareil. Et donc, en fait, tu vas toujours trouver des bonnes excuses, individuellement et collectivement, pour pas livrer. Ouais, mais tu comprends, on n'est pas prêt. Oui, mais c'est à moitié livré, mais les autres, ils vont terminer. Oui, on va toujours trouver plein d'excuses. Or qu'en fait, ce qui est important, c'est de livrer. Parce que comme tu l'as dit, l'impact, il va exister que après la livraison. Sinon, avant la livraison, tout n'est que croyance. On croit que ça va plaire. Mais on ne sait pas si ce que nous, on a imaginé qui plairait, ça va plaire. Et peut-être qu'un truc qu'on a fait, qu'on pensait qui aurait peu d'impact dans le futur, en fait, c'est ça que les gens adorent. Et ça, il y a une part de chance aussi dans cette histoire. Tu vois, il y a une partie de l'iceberg qui est émergée. C'est ce qu'on appelle l'émergence des besoins dans les environnements complexes. Voilà. Ok, il y a une part de chance, mais il y a une partie de temps aussi. C'est-à-dire qu'on peut livrer quelque chose trop en avance par rapport à un marché, trop en retard. Une question de timing, non, de maîtrise du timing. Est-ce qu'on maîtrise, est-ce qu'on maîtrise pas Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y a une partie de maîtrise du timing. Et nous, ce qu'on peut maîtriser, c'est notre capacité à être rapide. Et ça se travaille en agilité. Ça, c'est quelque chose qu'on peut maîtriser. Après, plus on aura du feedback rapide et régulier, plus ça va nous aider à maximiser nos chances d'avoir le bon timing. Mais c'est vrai que ça arrive régulièrement dans les organisations de livrer des trucs 10 ans trop tôt, 10 ans trop tard, ou 5 mois trop tôt, 5 mois trop tard, selon en fait la vélocité du marché sur lequel vous interagissez. Quoi. Ouais, quand on discutait en off, tu avais un exemple qui était assez marquant. Voilà, je sais pas si tu peux. Ouais, je peux le dire, mais je sais pas comment le prononcer. En fait, c'était la pipine d'Apple, en fait, qui était un genre de Xbox, en fait, donc une console connectée avec un disque dur, tout ça. Sauf que ils l'ont sorti, je sais pas, à 5 ans, 10 ans, trop tôt. Le marché n'était pas du tout prêt. Mais par contre, le concept, il était juste magique. Mais c'est juste que nous, les êtres humains, on n'était pas prêts, quoi. C'était trop tôt pour nous. Et ça arrive souvent. Ouais, donc ça veut dire que s'il y a une croyance, il faut qu'elle soit confirmée par des croyants, finalement. Hein ? Je suis pas sûr. En tout cas, il faut que ça résonne avec des gens et que ça les aide dans leur vie. Ouais. Si le gap, il est trop grand, ça va pas les aider. Et on est là pour les aider. On est là pour les aider. Et il y a quand même un peu de méthodo derrière. Hein. C'est pas du hasard, ça se fait pas au doigt mouillé. En tout cas, le fait de délivrer. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas un pattern qui peut nous aider un petit peu là-dessus Ouais, pour aller à ce date. Voilà, moi je veux un pattern pour aller à ce date, s'il te plaît. As date, c'est quoi? C'est pour aller à une date, c'est ça? Bah oui. Ouais. C'est toi qui m'as pris la métaphore du date. Au secours. Poursuis ton podcast. Non, on y va. Alors, il y en a plein, mais il y a un cadre qui est simple et qui marche bien et qui nous permet vraiment de revenir à l'essentiel. C'est quelque chose qu'on utilise en management de produit, que c'est les 3 V, en fait. C'est-à-dire qu'on a vision, où est-ce qu'on va? Valeur, ce qu'on croit qui va nous aider à atteindre cette vision, et puis validation. Une fois qu'on a posé ce qu'on pensait avoir de la valeur sur le marché, qu'est-ce que nous dit le marché? Et puis, plus on va avoir ce cycle valeur-validation, 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 avec une fréquence qui est élevée, plus on va réduire le risque que nos croyances soient déconnectées du marché. Okay. Mais si on n'est pas au clair sur où est-ce qu'on va, la vision, le cycle de valeur-validation, il est complètement claqué. En fait, il est complètement aléatoire. Donc, on a vraiment besoin de ces 3 V. Et ça va créer une cohérence. Alors, sur le 3V, il y a une valeur fondamentale, c'est quand même... et donc, sur lesquelles certains se focalisent, c'est l'argent, uniquement sur l'argent. Moi, je dirais que c'est quand même important, l'argent. Finalement, dans l'économie de marché comme la nôtre, c'est l'argent qui va sanctionner la valeur. C'est même, je dirais, la mesure ultime de la valeur, en tout cas la plus évidente. Peut-être que c'est ça, finalement, qui permet de mesurer le mieux. Que l'argent me permet de mesurer combien je gagne, quoi. Quelle est la valeur de mon produit. Tu crois à ça, Thibaut? En tout cas, c'est une mesure. Ça, ouais, là-dessus, je te suis. C'est une mesure visible, un peu facile, mais qui est intéressante. C'est vrai qu'un produit qui apporte beaucoup de valeur, on sera prêt à le payer plus cher.
Mais par exemple, tu vois, l'eau courante, c'est énormément de valeur, on ne le paye pas cher. Par Alors, contre, on serait prêt à payer tout ce qu'on a si on en manquait. hyper intéressant parce que moi je rebondis sur le nouveau masque qu'Apple vient de sortir. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a un vrai débat sur le prix et donc sur la valeur qu'il apporte. Et les gens ne sont pas d'accord. Il y en a des gens qui disent oui, c'est incroyable, c'est le monde de demain. Apple propose une vision de l'informatique spatiale. Et il y a une autre partie des consommateurs qui disent non mais c'est du bullshit, 4 000 € pour avoir un masque et un tuba. C'est assez drôle ça. Enfin, Ouais. Ah ouais. Enfin, j'ai pas de terme là-dessus parce que, évidemment, le casque, il n'a pas vocation à être livré à 8 milliards d'habitants sur Terre. Oui, mais je prenais l'exemple parce qu'il était là, typiquement, où la valeur, il y a des gens qui disent oui, la valeur, elle est OK, et d'autres, ils disent non, elle n'est pas OK. Ouais, c'est ça. Exactement, parce que pour certaines populations, certaines cibles marché, pour certains personas, quelque chose qu'on va faire va avoir énormément d'impact. Et pour d'autres, ça va être complètement différent parce qu'ils ont d'autres objectifs de vie, ils sont dans un autre contexte, ils ont d'autres enjeux. Donc ça résonne pas, ça répond pas. Et c'est vrai que quand on va avoir un objectif business, il est toujours lié à des parties prenantes qui ont été définies, donc des clients, des end-users, un écosystème, et que si on n'est pas au clair là-dessus, évidemment qu'on tire au hasard en fait. Et ça, c'est vraiment important de figer ça et en tout cas de l'explorer en continu. C'est intéressant. Et évidemment, je ne fais partie ni d'une équipe ni de l'autre. Non, mais j'ai bien senti. Enfin, en même temps, il n'y a pas de religion. Ça se trouve, le casque, il est pourri. On n'en sait rien. En tout cas, ça a l'air bien foutu. Mais bon, c'est un autre sujet. Je voudrais revenir sur la dimension monétaire, sur l'extraction de revenus. Parce que ça, c'est un énorme piège. On ne va pas tirer sur l'ambulance parce qu'il y a déjà plein de scandales industriels. De la viande au cheval, en passant par les avions qui tombent, en passant par plein d'autres choses, où en fait on a des organisations qui à un moment donné considèrent que tout ce qui compte c'est l'argent. Et attention, l'argent, moi j'y vois, pour moi l'argent c'est quelque chose qui doit être respecté, enfin, c'est quelque chose qui est assez noble quelque part là. Mais ça peut pas être l'alpha et l'oméga de ce qu'on fait. C'est un élément qui est important parmi d'autres en fait. Et quand une organisation va décider que tout n'est que argent, en fait, c'est dangereux parce qu'elle va mettre son avenir en tant qu'organisation en péril et très rapidement. Parce que si on est un peu rationnel par rapport à ça, la façon la plus rapide de s'enrichir, c'est d'aller vider la poche de la personne la plus proche de chez soi, en fait, de soi. C'est d'aller voler, c'est d'aller frauder. Alors, en même temps, c'est vrai, ça peut convenir à certains, mais quand même, la majorité, être en fuite, dormir en prison, tout simplement. Ah non, on est d'accord. mais tu vois, et c'est là, en fait, où on voit que c'est plus complexe que ça. Et que l'argent n'est qu'une dimension qui est importante, mais qu'il y en a beaucoup d'autres. Et que dans les beaucoup d'autres, il y en a peut-être qui sont plus importantes que l'argent. Mais tout en ne négligeant pas ce que c'est que l'argent, en fait. Oui, l'argent, dans ce que j'entends, c'est que je dis surtout que l'argent, c'est un moyen, c'est pas une fin. C'est ça. C'est quand ça devient une fin que ça devient catastrophique. Potentiellement, voilà. C'est dangereux. Ouais. Et même d'un point de vue émotionnel, c'est-à-dire que tu peux gagner et finalement pas être bien, quoi. Ouais. C'est marrant que tu dis ça parce que quand j'étais enfant, je me souviens avec ma tante, en fait, on faisait pas mal de jeux de société, du Monopoly, des bonnes payes, enfin des trucs comme ça, quoi. Puis il y avait un autre truc sur le code de la route, je sais plus quoi, qui était drôle. Et en fait, moi, au Monopoly, ça m'était arrivé, en fait, de tricher. Et je gagnais, j'étais plein de billets, tout ça. Et j'étais pas bien parce qu'il m'en fallait toujours plus et que je me sentais vide. J'avais pas de plaisir à gagner. Et j'ai arrêté. Parce qu'en fait, pour moi, ça marchait pas de tricher, en fait. Et qu'est-ce qui marchait alors pour toi ? C'est de jouer et de gagner. Mais tricher, j'avais plus aucun plaisir. Parce qu'en fait, j'étais plus dans la peur de perdre, mais j'avais plus du tout l'excitation de gagner, la fierté, la satisfaction. C'était complètement... c'était mort, en fait. Ouais. Et c'était une expérience un petit peu bizarre. Ouais. Alors, on n'a pas tout à fait la même enfance, hein, parce que pour ma part, moi, j'ai jamais triché pour gagner. J'ai toujours triché par goût du risque. Ouais, donc t'as toujours triché. Oui, enfin bon, après, mes amis le savent, quand je joue, voilà. Mais moi, le truc, c'est je ne triche pas. Je super triche. Non, disons que voilà, je lance les dés. Si je fais un 12 et que j'ai besoin de faire un 11, je crie très fort 11 en laissant le 12 apparent sur la table. Et je pense que ma force de conviction aide à faire passer le 12. Les gens ne regardent pas le dé. Ça marche plus trop maintenant parce que mes copains me connaissent. Mais voilà, ce qui me plaît, c'est le bluff, quoi. Ok, voilà. Ok, ça marche. Mais c'est intéressant quand tu dis ça marche plus maintenant parce qu'on me connaît. Il y a peut-être une petite rupture de confiance, non ? Ouais, alors on va revenir maintenant au niveau des organisations. Hein, on va revenir maintenant au niveau des organisations. Hein, donc, voilà. Tout à l'heure, tu voulais parler de Patagonia. Ouais, alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est un exemple que j'aime beaucoup.
On parle de valeurs, on parlait de valeurs et tu allais parler de valeurs sociétales. Donc le fondateur de Patagonia, donc qui est une entreprise qui à la base fait du matériel de randonnée, de montagne, etc. À la base, son fondateur, il faisait des pitons pour l'escalade, quoi. Pour l'escalade, pour les courses et tout en montagne. Il fait des pitons, ça marche du feu de Dieu, il en vend, ça marche, c'est super. Lui, il fait de la montagne, c'est top. Et je sais pas, 5 ou 10 ans plus tard, il revient sur une course qu'il a fait 5 ou 10 ans auparavant. Et là, il voit que sa course, elle est complètement polluée par des tonnes de pitons plantés partout. Et là, le gars, il dit, ok, ça avait de la valeur, ce que je faisais, parce que les gens l'achetaient, mais qu'il y a un impact désastreux pour la nature. Et lui, il va complètement pivoter. Et là, on voit bien, en fait, la notion d'impact positif et négatif dans le produit qui est fait. Parce que les gens étaient contents de l'avoir et en même temps, ils détruisaient la nature. Donc, en fait, et ils n'étaient pas contents de ça. Et ça, c'est intéressant comme ambivalence, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, en fait. Oui, il y a une sorte de pari un peu court-termiste, un peu un rendez-vous manqué avec une réelle ambition. On veut être écolo, donc on fait quelque chose pour être dans la nature, mais on l'est pas tant que ça. Sauf que moi, ce que je trouve très courageux chez le fondateur de Patagonia, c'est qu'il va pivoter quand il va voir l'impact qu'il a. C'est-à-dire qu'il a cette espèce de lucidité. Une forme de courage aussi, hein. Ouais, clairement. Ouais. Là, évidemment, c'est la manière dont on définit nos objectifs et comment on les atteint, reflète nos valeurs. Ouais, alors ça, c'est un sujet qui est pas forcément facile à articuler et pourtant qui conduit et qui porte chacune de nos décisions, quasiment de nos pensées au quotidien. C'est quelque chose d'ultra concret, mais qui est tellement concret qu'on a du mal à le percevoir parce qu'on est vraiment immergé dedans. C'est-à-dire qu'il y a la valeur, donc ce qu'on croit qui va avoir un impact, et puis il y a nos valeurs. Et nos valeurs, c'est pas ce qu'on croit qu'on est, parce qu'on croit toujours des trucs qui sont un peu claqués par rapport à ce qu'on fait. En fait, nos valeurs, il faut les voir comme des comportements. Hein. C'est vraiment comment on agit vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. C'est ça, nos valeurs. C'est comment on agit au quotidien. Et que comment on agit individuellement et en tant qu'organisation, ça va évidemment déterminer le type d'objectif business qu'on se fixe, ou le type d'impact dans le monde qu'on vise, et aussi comment on va l'atteindre. Il y a des choses qu'on va s'interdire, des choses qu'au contraire qu'on va faire. Si vous avez une valeur sur la créativité, évidemment qu'on va inventer des trucs de malade mental pour arriver à des chemins. Ça va dépendre de où est-ce qu'on est en fait en tant qu'être humain dans cette organisation, dans cette équipe, dans cette DAO, vis-à-vis de l'impact qu'on recherche. Donc en fait, il y a la valeur, son impact, et puis les valeurs, les comportements qu'on incarne et qui vont résonner ou pas. Et ça, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le casque d'Apple, il va plaire à certaines personnes et il va déplaire à d'autres. Et qui résonne ou pas avec une population par rapport à des enjeux et par rapport aussi à un socle de valeurs. Il y a quelque chose de l'ordre de l'exemplarité surtout. Qu'est-ce que tu as en tête sur l'exemplarité ? Quand on dit que la valeur, c'est un comportement, c'est l'exemplarité. C'est juste qu'en vérité, quand tu regardes un leader, tu regardes ce qu'il fait, pas ce qu'il dit. Ah oui. Ouais, disons quoi, c'est ça. C'est pas une idée qu'on a sur soi, c'est vraiment des actes en fait. C'est quelque chose de très... on est vraiment dans le dur. Hein. C'est qu'est-ce que je dis, comment je me tiens, les décisions que je prends, la façon dont je bouge. Enfin, comment j'interagis avec les personnes. C'est très 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 dans le dur du quotidien. Ouais, et ce qui fait que, par exemple, face à des contre-exemples, on peut voir aussi des boycotts de sociétés. Ouais. Des gens qui se disent non, mais moi je ne suis pas en accord avec ces valeurs-là, je boycotte la société. Et puis c'est très concret en fait, appelons un chat un chat. Hein. Quand t'as un pays qui en envahit un autre, qui commet un génocide ou des crimes de guerre, hein, ce qui est en train de se passer en ce moment pas très loin de chez nous, et qu'il y a des sociétés qui collaborent avec ces pays qui envahissent d'autres pour gagner un peu d'argent, là on voit très bien que c'est un choix de valeur. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, on se dit, la condition humaine, c'est pas notre truc. Notre truc, c'est plutôt le profit à court terme, quoi. Et donc, il y en a pour qui ça va être OK, et d'autres pour qui ça va pas être OK. Et puis, ça va dépendre aussi des enjeux, des possibilités des uns et des autres. Mais en fait, on va faire un arbitrage de valeurs et qui peut amener évidemment à des boycotts plus ou moins sérieux. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Mais une incompatibilité de valeurs. Une incompatibilité de valeurs, mais encore faut-il que le consommateur final il quand même se sente en proximité ou pas avec ce qui est en train de se passer. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des enjeux, des arbitrages, une sensibilité. C'est encore un arbitrage entre nos valeurs. En fait,
on a un socle de valeurs et de comportements et en fonction de l'environnement, il y en a qui seront plus ou moins actifs que d'autres, il y en a qui sont plus dominantes que d'autres. Ça, c'est la complexité des êtres humains et puis des relations de groupe. Ouais. Ce qu'on disait, évidemment, les organisations, elles ont toutes, et c'est la palissade, un impact sociétal, et même surtout lorsqu'elles le nient. Ouais, enfin voilà, surtout lorsqu'elles le nient. C'est qu'en fait, elles sentent bien qu'il y a un truc, mais surtout, ne regardez pas. C'est vraiment ça, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, avec ChatGPT, elles n'ont plus le choix, parce que ChatGPT le dit, l'impact se réfère aux effets tangibles et mesurables que l'entreprise génère sur la société. J'ai envie de dire amen. Hein. Ouais. ChatGPT l'a dit, c'est que c'est vrai. N'importe quoi. Non, mais la définition est bonne. La définition est... Ouais, c'est une bonne définition de l'impact. C'est intéressant. Ouais. Après, il y a des trucs qui se passent des fois dans les organisations qui sont marrants. C'est que tu as une organisation qui... Comment dire ça? Donc, des fois, il y a des valeurs qu'on croit qu'on a et en fait, on est ailleurs. Des fois, tu as des organisations, par exemple, on va être, par exemple, tu sais, dans la grande distrib ou dans la logistique, on va être dans ces organisations, souvent, on est un peu dans la dureté humaine. Hein. C'est assez mécanisé. Et puis, il se passe un événement X, Y ou Z, et tout d'un coup, il y a un élan de générosité pour une cause, pour aider des victimes de quelque chose. Et ça, c'est incroyable parce qu'elles n'avaient jamais imaginé, et puis tout d'un coup, ça émerge. Ça émerge et c'est une vérité, c'est là, c'est présent, et du coup, on agit. Et 3 mois avant, on n'aurait jamais imaginé qu'on avait ces valeurs-là et qu'elles s'incarneraient. Et ça bouge, et ça c'est assez amusant. Les choses ne sont absolument pas statiques. Ouais, mais là, ça interroge surtout le fait de l'environnement. Ouais. C'est l'environnement qui change. Ouais. Hein, c'est l'environnement qui change. Crise sanitaire, guerre. Ouais, c'est ça. Les gens se mettent à bouger, les gens s'engagent brutalement. Ouais. Et tu vois, quand on le dit ça, donc là, on le prend du côté des collaborateurs, des gens qui fabriquent quelque chose. Mais au niveau du marché, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui était vrai en janvier ne sera pas forcément vrai en mars. Et d'où l'importance d'avoir une fréquence de livraison de notre produit, quelle que soit la nature du produit, qui soit la plus rapide possible pour constamment avoir du feedback et être à l'écoute de qu'est-ce qui se passe sur ce marché-là et que c'est la seule façon d'avoir quelque chose d'un peu rationnel, c'est de livrer rapidement et de prendre ce feedback régulièrement. Ok, donc on livre et c'est le moment, bam, c'est le bruit d'une balle, c'est l'impact. Ouais, alors, ouais. Alors, ça peut être violent comme ça. Ouais, ça c'était déjà ChatGPT dans notre tête. On l'a tous pris comme ça. On a tous un trou. Au secours, qu'est-ce que je vais devenir? Mais des fois, tu as des impacts qui peuvent être très calmes, très doux, très réconfortants. Enfin, en fait, il n'y a pas de... L'impact est neutre. La nature de l'impact peut être de toute nature. Ouais. Donc l'impact, c'est quoi? C'est une interaction. C'est juste ce qui se passe après la livraison de nos produits. Ouais, c'est ça. C'est comment ce qu'on fait interagit avec les gens qu'on sert, c'est-à-dire les clients, les utilisateurs finaux. Et qu'est-ce qui se passe quand on a cette interaction entre notre produit, notre service et ces gens-là? Est-ce que ça les aide? Est-ce que ça les aide pas? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça va être ça l'impact. Ouais, comme d'habitude, moi, tu sais, je suis un peu terre à terre et j'aurais tendance à même dire que je suis bas du plafond. Il me faut des métriques. Voilà. Est-ce qu'on a des métriques? On a des choses pour mesurer la valeur? Ouais, et c'est hyper important de mesurer ça. Il y a plusieurs frameworks qui existent. Ma préférence va vers un framework qui s'appelle EBM, pour Evidence-Based Management, que j'aime beaucoup. Mais il y en a d'autres. Je sais que ma femme, par exemple, elle utilise les OKR, c'est Objectives and Key Results, qui est intéressant aussi, mais j'accroche un peu, mais pas de fou. Parce qu'en fait, j'ai une préférence pour l'IBM, mais il y a des métriques de l'OKR ou des ponts de l'OKR et l'IBM qui se recoupent. Et dans tous ces cadres de mesure de la valeur, on va retrouver des ponts. On pourrait parler de l'IBM un peu. Ce que j'aime beaucoup dedans, c'est qu'en fait, on va avoir 2 espaces. Un espace qui est l'espace marché et un espace qui va être l'espace performance organisationnelle. Et en fait, le cadre va nous forcer en fait, à avoir une vue à 360 sur comment ça se passe dans la boîte et comment ça se passe sur le marché vis-à-vis des personnes qu'on sert, c'est-à-dire nos parties prenantes. C'est vraiment, je trouve ça hyper vertueux. Ça nous force à sortir de notre nombril et à regarder dehors et dedans en même temps. Et pas que dehors et pas que dedans, mais les deux en même temps. Et si on prend la dimension marché extérieur, il y a 2 éléments, 2 familles d'éléments. La première famille, c'est la famille de
qu'est-ce qui va venir potentiellement? C'est tout ce qui est valeur non réalisée. En clair, c'est tout ce qu'on a dans les tuyaux, des innovations possibles, des produits ou des fonctionnalités qu'on est en train de créer mais qui ne sont pas encore sortis. L'épisode qu'on est en train d'enregistrer fait partie de cette variable-là. On est en train de créer un potentiel là. Ouais, c'est ça, parce qu'il n'est pas encore diffusé. Et donc, potentiellement, on se dit qu'il va plaire, qu'il va avoir de l'impact. Mais ça se trouve, il n'en aura pas du tout. Mais en tout cas, on y croit. Donc, en fait, là, on est vraiment sur de la valeur non réalisée. C'est un super exemple. Et une fois qu'il sera sur le marché, potentiellement, il y aura, je ne sais pas, un like, il y aura quelqu'un qui va nous écrire une lettre, ou je ne sais pas, en fait, on aura un feedback. Et là, on sera dans ce qu'on appelle la valeur courante. Donc là, on va mesurer, c'est un peu nos actifs. Hein. Est-ce que les utilisateurs ils sont contents? Donc les gens qui vont nous écouter sont contents. Est-ce que nous, on est content du feedback et de comment ça se passe? On va généraliser, mais est-ce qu'on génère de l'argent? Est-ce que les gens ils l'écoutent et ils le réécoutent? Enfin, on est vraiment sur qu'est-ce qui se passe concrètement. Donc là, on est vraiment dans le qu'est-ce qu'on a. Donc on voit qu'est-ce qu'on va avoir, valeur non réalisée, puis valeur courante, qu'est-ce qu'on a. Donc ça, c'est vraiment les deux grandes familles sur la partie marché. Alors, la deuxième partie, c'est quelque chose de l'ordre de la performance interne, de la performance de l'organisation? Ouais, c'est ça. C'est le deuxième espace. Et dans cet espace, on a aussi deux familles. La première famille, c'est notre capacité à innover, faire des choses que les gens aiment. Notre capacité à avoir des fonctionnalités, à avoir des choses qui vont apporter de la valeur aux gens. Créativité. Est-ce qu'on sait répondre aux besoins des gens? Et donc là, il y a tout un ensemble d'indicateurs qu'on va prendre en fonction de son contexte et qui va nous permettre d'identifier ça. Deuxième famille dans cette catégorie-là, qui est la performance organisationnelle, notre rapidité d'exécution. En fait, en anglais, c'est le how fast, en fait. C'est à quel point on est rapide par rapport à ce sujet-là. En clair, est-ce qu'on livre régulièrement? Est-ce que si vous faites du code, vous compilez régulièrement, vous livrez régulièrement? Du hardware, c'est pareil, de la médecine, c'est pareil. Et là, on est plutôt à mesurer, est-ce que cette organisation elle est capable de livrer rapidement pour maximiser ses chances de livrer le bon truc au bon moment. Et pas avant et pas après, mais au bon moment. Et bien ça, je crois que c'est hyper important. Ce que tu viens de dire, c'est livrer rapidement, c'est pas la vitesse pour la vitesse, c'est juste livrer pour se confronter à l'impact, qui est vraiment la chose la plus difficile. Je dirais se confronter à l'impact, c'est peut-être, et je vais peut-être conclure là-dessus en disant, la difficulté, c'est que on pense que cette confrontation à l'impact, elle va forcément être douloureuse, et ça, c'est une croyance. Or, la confrontation à l'impact, elle n'est pas douloureuse, c'est juste un rappel de la réalité qui va nous donner une information sur laquelle on va travailler. Et je pense que c'est vraiment là où on peut trouver de la valeur, c'est accepter de travailler avec la valeur que nous est donnée par la réalité au moment de la livraison. Ouais, alors ça c'est vraiment, j'aime bien comme tu le formalises, parce que c'est vrai qu'on a souvent une perspective sur le fait de livrer, où on se dit on va se prendre un mauvais feedback, et c'est vrai que c'est important de travailler nos émotions là-dessus pour embrasser en fait le fait d'accueillir ce qui vient et d'en tirer un maximum, alors que si on se braque sur des émotions négatives là-dessus, et moi je suis le premier à le faire en fait, en fait on s'empêche d'embrasser tout ce réel pour en tirer un maximum. J'aime bien comme tu l'as formulé, je trouve ça très très vrai. Et ça explique plein de choses dans nos organisations, de la peur de livrer, la peur d'avoir du feedback, la peur de poser des questions. Vraiment, vraiment intéressant, quoi. Eh ben, écoutez, moi je terminerai juste en disant, n'ayez pas peur de laisser des commentaires, voilà, de nous poser vos questions, de partager un petit peu ce que vous avez ressenti, ce que vous aimeriez entendre dans ce podcast, pour ce 3e épisode. Confrontez-nous au réel et puis qu'on puisse progresser ensemble et avancer avec vous, avec Moondrop. Voilà. Super. Merci à tous d'être avec nous. Et puis on vous dit au mois prochain. À très vite. À très vite, au mois prochain. Merci François.